comme disait Mark Twain, c'est dans les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks. Celui-ci est bien poivré. L'avortement est le tabou par excellence. À l'heure de la parole libérée, c'est le sujet où la parole est cadenassée. Alors brisons le cadenas, c'est le privilège de cette antenne. Les femmes en ont besoin. Si on en parle, c'est que dans 2 jours, le texte prévoyant d'inscrire l'IVG dans la Constitution passera à l'Assemblée avant d'aller au Sénat. Mais laissons de côté le parcours parlementaire plus ou moins écrit d'avance. À la vérité, ça nous intéresse assez peu. Constatons que cette politique publique dédaigne les effets qu'elle produit, voire les nie. C'est ça qui est intéressant. Et précisément, Cécilia Ranson nous invite à réfléchir à ce sujet à travers un documentaire dont elle est l'auteur ou l'autrice, c'est elle qui nous le dira, qui s'appelle Le Deuil caché. C'est coproduit par KTO, c'est déjà passé sur KTO. Elle est journaliste, mais on peut voir évidemment sur les plateformes, en particulier YouTube, si vous tapez Le Deuil caché. Alors on va écouter la bande-annonce dans quelques instants. Mais d'abord, je salue Cécilia Ranson. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est quand même un risque de faire un documentaire sur l'IVG, non? Oui, alors un Pour risque. votre carrière? Je pense qu'il faut prendre des risques et que ce risque est nécessaire. En tout cas, si c'est un risque. Et en tant que journaliste, ce qui est important pour moi, c'est de relayer la parole, toutes les paroles. Et c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce documentaire. Vous l'avez proposé à TF1, France 2 et d'autres chaînes? Alors non, je ne l'ai pas proposé. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il puisse passer sur d'autres chaînes. Évidemment, c'est important. Surtout que sur France Télévisions, on a pu évoquer ce sujet également de l'avortement. J'ai eu le sentiment qu'il était traité d'une certaine manière. Et si vous regardez Le Deuil caché, vous verrez que la parole des femmes est vraiment axée sur cette souffrance et sur les séquelles de l'avortement. Alors que quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, ou de la manière dont c'est traité justement sur le service public, on a plus l'impression que c'est orienté d'une certaine façon. Voilà, c'est mon sentiment. Sur le service public ou ailleurs, hein. Globalement, il n'y a qu'ici qu'on en parle à peu près normalement. Enfin, Oui. normalement, je dis ça parce que normalement, toute politique publique devrait pouvoir être évaluée par les concitoyens et faire l'objet d'un débat libre. Cécilia Ranson, pourquoi vous êtes-vous attaquée à ce sujet? Alors, ce sujet, il est intéressant parce qu'on n'en parle pas, et c'est parce que c'est tabou que je refuse d'en faire un tabou. Il dérange, on le sait, quand on parle de l'avortement en général, c'est toujours orienté et ça va dans un sens. On entend très rarement ces femmes parler des souffrances liées à l'avortement, de certaines séquelles. Et si on n'en parle pas, c'est parce que je pense qu'on a peur de remettre en cause un droit qui est, d'après ce qu'on dit, fondamental et inaliénable. Et c'est là où est le piège, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir parler aujourd'hui de tous les sujets, puisque la liberté d'expression le permet. Et tout dépend de la manière dont on en parle. Voilà. Sinon, c'est de la censure. Et je refuse de tomber dans ce jeu de la censure. Donc, je donne la parole à tout le monde. Vous étiez hier à une marche qui s'appelle la Marche pour la vie. Oui. Et Oui, alors? oui. J'y étais parce que j'ai pris la température. J'aime bien aller sur le terrain, parler aux gens, échanger. Voilà, j'ai pu rencontrer des personnes, parler. Et puis, non, ce que je peux vous dire, c'est que le message reste le même. On voudrait plus axer, en tout cas, hein, c'est ce que disent les porte-paroles, axer plus sur la prévention que se focaliser vraiment sur une volonté vraiment voilà, d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Pourquoi ne pas plus, c'est vrai, parler de prévention, voilà. Tout simplement. On va écouter la bande-annonce. On se retrouve juste après, Cécilia Ranson, avec aussi des invités. J'étais très étonnée de tomber enceinte, puis surtout j'étais sous contraception. Et elle m'a dit est-ce que tu as eu tes règles? J'ai dit non. Elle m'a dit est-ce que tu es enceinte? J'ai dit je pense que oui. On me posait la question vous êtes croyante, pourquoi vous voulez pas avorter? Je fais non, je suis pas croyante, ça n'a rien à voir. Finalement, dès qu'on ne voulait pas avorter, on était mises dans une case. Fin 2014, j'ai subi une agression, un viol. Et donc suite à cette agression, je suis tombée enceinte. Apparemment à 17 ans, j'avais toutes les raisons de le faire. Et je pensais que l'avortement réglerait ce problème et qu'en gros je redeviendrais comme avant. Sauf que je ne suis jamais redevenue comme avant en fait. Si on en parle trop, on met en danger ce droit qui redonne en fait à la femme un pouvoir en fait sur son corps. C'est un sujet tabou, on ne peut pas dire, on doit assumer. Voilà, c'est un acte qu'on doit assumer, quand bien même on n'a pas posé un choix libre, mais il faut que nous l'assumions. Pour moi, au départ, quelqu'un qui avait fait une IVG n'avait pas le droit d'être en deuil. Comment est-ce que... c'était très contradictoire. Comment est-ce que je pouvais être en deuil d'enfants que j'avais pas voulu? C'est fort cette phrase, hein? Comment être Oui. en deuil d'un enfant qu'on n'a pas voulu? Oui, exactement. Ouais, il y a un phénomène de culpabilisation intense.
qui ressort beaucoup dans le film. Oui, parce qu'il y a dans IVG, il y a le V de volontaire, hein, et c'est ça qui pose problème. Ce V, c'est je culpabilise de quelque chose, alors que pourtant j'avais le choix et c'était volontaire, je l'ai fait et pourtant je culpabilise. Qu'est-ce que vous dites quand on dit que les femmes sont propriétaires de leur corps? En fait, c'est le principal argument. Mm. Oui, c'est vrai. Alors je dirais que bon, chaque cas est particulier, que sur le coup, on a l'impression que c'est une décision qui est assumée. Par contre, ce qu'on remarque, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon travail d'enquête, c'est que les séquelles et le phénomène de culpabilisation peut venir bien après. On a le cas avec Sylvie où ça arrive, des décennies plus tard. Voilà. Je pense qu'il faudrait prévenir, peut-être parler des risques potentiels lié à cet acte qui n'est pas anodin, on le sait, et plus prévenir voilà, sur ces séquelles en amont. Mais est-ce que votre vision, Cécile Rançon, c'est pour ça que je pose la question, Mm. est-ce que votre vision, c'est de dire il y a un autre corps dans le corps de la femme, donc ça supposerait que juridiquement les deux soient distingués, autonomisés l'un par rapport à l'autre, Ah oui. ou bien est-ce que la femme est propriétaire, mon corps, mon choix, etc. Est-ce qu'il y a un problème de principe là? Ouais, est-ce qu'il y a un problème C'est de peut-être principe? un autre débat par rapport à votre documentaire, mais Et oui, ça dépend comment la femme a conscientisé ce qu'elle avait dans le ventre, en fait. Pour certaines, c'est déjà un enfant, pour d'autres, non. il y en a qui avortent à la chaîne en fait sans que ça leur pose de problème Et apparemment et sans qu'il y ait de séquelles. Et c'est important de le dire. Ouais, ouais, c'est important. Dans mon enquête, j'ai parlé à des femmes une qui avait avorté 6 fois et qui m'expliquait que ça ne lui posait aucun problème. Donc il faut aussi entendre ça. C'est important d'entendre que pour certaines femmes, ça ne pose pas de problème. Mais si ça ne pose pas de problème à certaines femmes, très bien, on l'entend. Mais dans ces cas-là, entendons celles qui ont eu beaucoup de mal avec. Voilà. Bah justement, il y a Charlène qui est avec nous. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, hein. C'est difficile de parler de ces sujets-là et c'est Cécilia qui vous a approché. On peut savoir d'ailleurs dans quelles conditions Cécilia vous a sollicité? En fait, j'avais été accompagnée par l'association Agap qui s'occupe d'aider des femmes dans leur deuil périnatal. Et j'avais accepté, suite à cet accompagnement, d'être éventuellement recontactée pour témoigner. Et Mhm. donc, j'ai été contactée par Agapa qui m'a mise en lien avec Cécilia qui réalisait ce documentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait, Charlène, quand on parle de deuil caché, ça vous concerne? Oui, oui, ça me concerne. Deuil caché, disons qu'effectivement, nous, on se sent en deuil, mais on n'a pas le droit d'être en deuil, puisqu'effectivement, il y a ce V de volontaire, et c'est un bébé qui n'a existé pour personne, à part pour nous-mêmes. Et donc cette tristesse, on est obligé de la cacher, de la refouler, elle n'est pas du tout comprise par l'entourage. Et c'est en ça que c'est un deuil caché. Pour la société, il n'y a pas de problème, et ces bébés n'ont pas existé. Vous avez confié votre détresse à des tiers ou à des personnes représentant les services sociaux, par exemple? Alors, ce que j'explique dans le documentaire, c'est que moi, je ne voulais pas avorter, mon conjoint le souhaitait. Et donc, je suis allée voir le planning familial pour avoir un conseil. On a été voir un psychologue du planning familial. Moi, je disais que je ne voulais pas avorter. Lui voulait que j'avorte. Et donc, j'ai pas du tout reçu l'accompagnement que j'attendais. Euh, voilà, puisqu'on m'a dit vous ne pouvez pas parler de bébé lorsque je parlais de mon bébé, ce n'est qu'un Hmm. tas de cellules, etc. Et donc, non, j'ai reçu aucune aide et jamais on m'a informé des associations qui existaient ou des aides que j'aurais pu recevoir pour garder mon enfant. L'avis, du moins le parti pris du planning familial, a influencé votre attitude? Bah, oui, plus que ça, oui, oui, j'ai le sentiment d'être sur un tapis roulant, puisque moi, je continuais de dire que je ne voulais pas avorter et qu'on me prenait les rendez-vous et que j'ai avancé à marche forcée, que Hmm. j'arrivais pas vraiment à assumer de dire non, je n'avorterai pas. Je me sentais même pas autorisée à. Enfin, je le disais et en même temps, j'ai jamais réussi à arrêter ma décision en disant maintenant stop, je sors de ce processus et je n'avorterai pas. Et voilà. Quel est votre message aujourd'hui, Charlène, en fait? À mon message, c'est que l'avortement, ce n'est pas anodin et c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'espace public, on n'a pas le droit d'en souffrir. C'est quelque chose qui est considéré comme absolument anodin. Et je souhaiterais qu'il y ait plus d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent garder leur enfant, que ce ne soit pas la solution de facilité et qu'on remette un peu la vie au centre même des politiques publiques, qu'on arrête d'effacer ces bébés comme des bébés qui dérangent Hmm. et de recourir à l'IVG comme la solution de facilité. Vous avez une affiliation religieuse X ou Y?
Non, non, du tout. Et ce que je dis aussi dans le documentaire, c'est que lorsque j'ai vu des médecins en disant que je ne voulais pas avorter, la première question qu'on me posait, c'est êtes-vous croyante? Et en fait, lorsqu'on n'est pas croyante, on a le sentiment qu'on n'a pas le droit d'être heurté par l'avortement. Voilà, et c'est aussi pour ça que le débat est si compliqué, c'est que dès qu'on on commence à remettre en cause ce droit considéré comme fondamental, on est catégorisé comme étant religieux ou d'une certaine catégorie politique, et donc ça empêche tout débat. Et ça, c'est malheureux. Il faudrait avoir un nouveau débat de société sur cette question, comme le voulait à l'époque Simone Veil d'ailleurs. Hmm. Est-ce qu'on peut refaire sa vie derrière? Est-ce que vous êtes parvenu à refaire votre vie? Bah, grâce à Agapa, mais ça a été très long, hein. Moi, j'ai mis 7 ans à accepter de me faire aider par Agapa. Et 7-8 ans à refaire ma vie. Pour moi, ma vie était sur pause. J'étais restée bloquée à ce moment-là. Et voilà, ma vie a repris son cours grâce à l'accompagnement Agapa. Et depuis, j'ai eu deux autres enfants et j'en suis très heureuse. Mais le deuil était nécessaire auparavant. Merci beaucoup, Charlène, d'avoir parlé sur notre antenne de ce sujet si délicat. Cécilie Rançon, je crois qu'il y a également avec nous Alexandra. Oui, Alexandra, oui, qui est dans le documentaire. Alexandra qui a avorté 2 fois et je suis très contente qu'elle puisse témoigner parce qu'elle va comment dire? Il y a eu un travail pareil de reconstruction et d'accompagnement, nécessaire justement Bonjour pour elle. Alexandra. Bonjour. Alors, votre histoire, on a écouté celle de Charlène, hein, je crois que vous avez pu l'entendre juste avant. Il y a 5 femmes qui témoignent dans ce Oui. documentaire, hein, Cécilie Rançon. Dites-nous un petit peu quelle est votre histoire rapidement, Alexandra. Oui, donc moi j'ai été approchée par Cécilia via l'association Mère de Miséricorde. Donc moi j'ai avorté à deux reprises étant adolescente et jeune adulte. Un peu comme Charlène, c'est-à-dire dans un moment un peu d'errance où je ne savais pas forcément quelle décision prendre. Donc très jeune, donc vraiment à l'écoute du bruit autour de moi. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai fait le choix d'avorter sans réellement comprendre les conséquences, tant pour moi, enfin surtout voilà, les séquelles que ça allait pouvoir peut-être avoir dans ma vie future. Euh, et c'est qu'une quinzaine d'années après que j'ai vraiment ressenti le poids de ces événements dans ma vie et 15 la ans difficulté. après. 15 ans après, oui. Ouais, ouais. Comment ça Où se j'ai... manifeste, Alexandra, justement, l'émergence de ces séquelles? Comment essayer de mettre des mots dessus? Oui, oui, oui. Un désir d'enfant à ce moment-là, et puis une vie à l'arrêt. J'avais du mal à m'installer, à me stabiliser, que ce soit voilà, professionnellement, humainement, dans une relation stable. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du pas terminé, du pas abouti, une difficulté à faire confiance, à me stabiliser tout simplement et à pouvoir me projeter dans un projet de maternité. Je me permets Euh, cette question, Alexandra, vous avez avorté 2 fois. Heu, c'est un peu stupide, mais la seconde fois et la première fois, on en sort de la même manière? en fait, la première Comment on fois peut était rééditer l'acte, en fait? voilà, non mais tout à fait. La première fois a été vraiment un acte, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et a été un choc. Et je pense que j'ai construit sur cette blessure, sur ce choc, euh, peut-être une intention un peu politique ensuite. Voilà, de faire carrière, d'avoir un travail, de privilégier mon travail à ce moment-là. Donc la deuxième fois, je venais de commencer un travail, un CDI, comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, à 21 ans. Et j'avais une promesse de vie devant moi, en tout cas de vie professionnelle, qui a pris le dessus, avec un contexte idéologique qui était quand même pro-IVG à l'époque, qui a pris le dessus finalement sur un désir d'enfant. Et donc on met de la blessure. Voilà, j'ai rajouté de la blessure à la blessure. Euh, alors que là, tous les signaux étaient vraiment au vert pour pouvoir accueillir en paix dans un pays comme la France cet enfant, si vous voulez. Avez-vous un rapport avec le christianisme? Alors oui, moi je suis croyante et j'ai essayé des associations autres comme Agapa, j'avais été aussi les rencontrer et grâce à eux d'ailleurs j'ai pu au tout début lever ce tabou parce que je m'étais jamais avoué que c'était à cause de ces avortements que que je pouvais être en difficulté. Mais c'est dans la solution pour moi spirituelle que j'ai trouvé vraiment mon secours. Donc grâce à Mère de Miséricorde en l'occurrence, et j'ai pu vraiment moi dans la foi retrouver de l'espérance, retrouver un appui, être accompagnée justement pour retrouver la paix et pouvoir vivre dans la foi avec ses enfants aujourd'hui. Quel serait votre message ou quel est votre message, hein, tout simplement, Alexandra, vu ce que vous avez vécu et
toutes les femmes qui nous écoutent peut-être et les jeunes aussi, hein, qui peuvent nous écouter et qui s'interrogent sur cette réalité de l'avortement? Bah, cette réalité, on parle vous parliez tout à l'heure d'être propriétaire de son corps. Moi, je pense qu'il faut dire aux jeunes filles que voilà, on est propriétaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que on a le droit de donner la vie, en fait, hein. C'est aussi un droit inaliénable qui est inscrit dans l'ADN de la femme. C'est un choix qui doit être posé, qui doit être aussi très libre, en fait. On doit être libre de donner la vie. C'est pas être... voilà. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et dire aux jeunes femmes aussi qui ont posé cet acte-là qu'elles ont droit au chagrin. Voilà, aujourd'hui, on va avoir de la peine. Enfin, quand on perd ses enfants, c'est quand même une partie de l'ADN de la femme, hein, qui aussi est altérée. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre conscience qu'on a, on a le droit de donner la vie et on a le droit aussi d'être triste d'avoir posé un acte si dur. Merci beaucoup Alexandra d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Cécilia Oui. Rançon, quand Alexandra nous dit on a droit au chagrin, en fait, personne n'interdit à ces femmes, mais ça serait évidemment un non-sens, d'avoir du chagrin en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la politique publique, du point de vue de la société par rapport à ce sujet-là? Parce que moi, j'ai l'impression que si ces femmes expriment librement leur chagrin et les séquelles liées à l'avortement, euh, enfin, c'est une parole qui n'est pas entendue. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va peut-être remettre en cause ce droit auquel on ne veut pas toucher. Donc, du coup, et puis il y a aussi un message insidieux de la société qui dit à ces femmes, mais on s'est battu pour que tu puisses disposer de ton corps comme tu en as envie, librement. Il y a eu un combat féministe derrière. Donc, c'est une chance pour toi d'avorter aujourd'hui, contrairement à d'autres femmes qui, dans d'autres pays, ne peuvent pas on parle de celles qui meurent à la suite d'un avortement clandestin, donc on en a beaucoup parlé. Et ce Ou qui sont message, obligées d'être enceintes tous les 9 mois. voilà, c'est ça. Et donc, il y a un discours un peu culpabilisant, dire on s'est battu pour tes droits, pour que tu puisses disposer de ton corps comme tu en as envie. Tu vas pas en plus pleurer alors que c'est un droit qui a été durement acquis. Enfin, vous voyez un peu Qu'est-ce l'idée. qu'il faudrait faire aujourd'hui? On parle beaucoup de libéralisation de la parole et c'est très bien, on sait que c'est important pour ce processus de reconstruction. Libérer la parole, on en parle pour les victimes d'abus. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas également pour les femmes qui ont très mal vécu leur avortement? Donc voilà, je pense libérer la parole de ce point de vue-là, les écouter, entendre. Et c'est une information qui est nécessaire pour les femmes aussi qui ont envie de faire un choix libre et qui ont envie et qui se posent la question de l'avortement aussi. Voilà. La question religieuse, puisque votre documentaire a été coproduit par KTO, Mhm. la question religieuse a-t-elle, interfère-t-elle de manière, j'allais dire, j'ose hein, ce Mm. verbe, est-ce qu'elle pollue le débat? Et non, parce qu'en fait, alors, il y a une empreinte religieuse dans le documentaire, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée. Et dans mon travail d'enquête, il était très important d'avoir des femmes qui n'avaient aucune conviction religieuse, parce que l'avortement concerne toutes les femmes, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de discours militant. J'ai donné la parole à des femmes qui avaient des problématiques au niveau de l'avortement, des problématiques différentes, et c'est pour ça que ce film peut être vu par le plus grand nombre. Voilà. Il n'y a pas de discours militant. On peut pas dire que c'est un film pour ou contre l'avortement. C'était vraiment une volonté de départ. Avez-vous organisé des projections? Et non, 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 mais j'aimerais beaucoup, peut-être dans quelques mois, oui, c'est prévu. J'aimerais beaucoup en organiser, oui. On se demande, Cécilia Rançon, Mm. si, puisqu'il y a 5 femmes qui témoignent, Mm. d'abord, comment vous les avez rencontrées et sélectionnées? Ah oui, alors par Agapa, je suis passée par cette association qui m'a mise en relation avec une vingtaine de femmes et ensuite je les ai toutes eues au téléphone et après je les ai sélectionnées en fonction des diverses problématiques. Charlène, son témoignage était intéressant parce qu'il y avait ce rapport avec le planning familial et puis elle n'avait pas de conviction religieuse. Ensuite, Alexandra, c'était par mère de miséricorde, et c'est avec elle qu'on a aussi cette empreinte religieuse qui est importante hein, dans le film. Il y a Marion également qui a avorté 2 fois et qui n'est pas du tout croyante, qui a dû faire aussi un accompagnement avec une psychologue justement pour pouvoir relancer une grossesse, pour pouvoir tomber enceinte à nouveau, parce que c'est quelque chose qu'elle a très très mal vécu, hein, on la voit au début du film. Il y a Sylvie Le Petit qui a écrit Le deuil défendu que j'ai rencontré au hasard de la vie et qui avait déjà écrit sur le sujet et qui avait avorté une fois, la première fois, 17 ans. Euh,
ça ne l'a pas empêché de refaire sa vie, d'avoir d'autres enfants, 3 enfants, d'être mariée, mais c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu 40 ans après, voilà. Et qui d'autre encore? Et Alexandra, une autre Alexandra qui est tombée enceinte à la suite d'un viol et qui explique elle l'a mal vécu également. Et que si c'était à refaire, elle le referait, mais qu'elle aurait aimé qu'on la prévienne des risques potentiels et que ça peut faire mal, voilà. Votre option, vous, c'est que la loi Veil soit appliquée au stricto sensu, c'est-à-dire que la détresse soit reconnue déjà? Oui, bah, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui revient en général quand on parle de l'avortement, c'est que, il n'était pas question de peut-être de changer cette loi, mais simplement, oui, 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 qu'elle s'applique aux cas de détresse, alors que là, on s'aperçoit en fait que cette loi, n'a plus rien à voir avec la situation, actuelle, en tout cas la réalité du terrain. C'est une gestion contraceptive, en fait, tout simplement. Alors Aujourd'hui, c'est conçu comme tel, hein. C'est ce que nous a dit d'ailleurs Charlène au départ, lorsqu'elle a consulté le planning familial. Où est le problème, en fait? ouais, alors je serai un peu plus nuancée, sur cette réponse, ouais, je serai un petit peu plus nuancée, voilà, Je parle de l'attitude des pouvoirs ouais. publics. L'attitude oui, alors ouais, l'attitude des pouvoirs publics, c'est vrai qu'on peut la remettre en question. En tout cas, bon, après, certaines femmes ont pu aussi aller, consulter le planning familial et sans avoir eu, cet accueil-là, hein, c'est aussi important de le dire, hein. Mmh. Mmh. Cécilia Rançon, il y a peut-être un tabou dans le tabou, c'est que les hommes poussent les femmes à avorter aussi. Alors c'est ce qu'on dit, oui, 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 Pourquoi pas un sujet avec les hommes? alors dans le film, il y a un papa, hein, qui s'exprime. C'est vrai que je voulais plus donner la parole, aux hommes sur ce sujet. Hem, ouais, pourquoi pas en reparler et puis, plus leur donner la parole. C'est vrai ils sont pas écoutés, hein, dans ce débat, on n'entend pas assez leurs paroles. C'est-à-dire, il y aurait deux situations masculines. Il y a l'homme qui déplore l'avortement de l'enfant qu'il a conçu aussi, Oui, oui, et il n'a exactement. pas voix au chapitre. Et puis, il y a les hommes et la pression sociale du clan, de la famille ou X intérêts qui poussent la femme à avorter. Ouais, qui pousse la femme à avorter et l'homme, dans ceux que j'ai interrogés, ce qu'il dit, c'est que moi, j'ai pas le droit à la parole puisque ce qu'on me répond en face, c'est que ce n'est pas mon corps, c'est le corps de ma Hmm. compagne, donc je n'ai pas mon mot à dire par rapport à ça, alors que certains auraient voulu garder l'enfant. Mm. Aujourd'hui, vous estimez que les associations qui s'occupent des femmes en détresse et qui ont des séquelles, hein, vous Mhm. estimez aujourd'hui qu'elles opèrent dans un cadre suffisant avec des moyens qui sont satisfaisants? Moi, je pense que ces associations, elles existent. On le sait, enfin, elles devraient plus se faire connaître. On sent quand même une relative discrétion vis-à-vis de ces associations. Par exemple, Charlène expliquait bien que au planning familial, on ne lui a pas parlé des alternatives à l'avortement. Elle Hmm. aurait aimé peut-être être au courant que il existe, on le sait, hein, des colocations pour les mères, des logements, des aides également. Je pense que ouais, on ne les entend pas assez. Ouais. L'État-providence pourrait proposer autre chose. Pourrait proposer. Oui, c'est vrai. Merci Cécilia Rançon. Merci à vous. Le Deuil caché, coproduit par KTO. Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires, c'est sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui.